épisode du vendredi 20 octobre. Bienvenue à F1 Podcast. Mon nom est Martin Simon avec un C. Pour vous aujourd'hui, week-end de sprint, ce qui signifie beaucoup de contenu. Donc les pilotes avaient aujourd'hui une séance d'essai libre à leur disposition. On fait un retour là-dessus. Bien entendu, on fait un retour aussi sur la séance de qualification qui décide la grille de dimanche. Et sans plus tarder, comme à l'habitude, actualité dans le monde de la Formule 1. Actualité dans le monde de la Formule 1, ce qui a le plus retenu l'attention, qui a été repris par différents médias à travers le monde. Ça a fait beaucoup parler de Formule 1, ce qui est toujours une bonne nouvelle. C'est qu'il y a des gros noms, là, des superstars, des vedettes qui ont décidé de se joindre au sport en achetant une infime partie de l'écurie française Alpine. Eh bien, c'est le corps arrière toute étoile de la NFL, celui des Chiefs de Kansas City, Pat Mahomes, le numéro 15, déjà gagnant de 2 Super Bowls, il a déjà participé à 3. Et il a sauté sur l'occasion de rejoindre ce groupe et d'avoir des parts de l'écurie Alpine. Il y a aussi son coéquipier Travis Kelce, si vous ne le connaissez pas sous son nom Kelce, vous le connaissez peut-être sous le nom Travis Swift, parce que depuis les dernières semaines, il retient beaucoup plus l'attention pour sa possible relation avec la chanteuse Taylor Swift. Il y a aussi le golfeur Rory McIlroy qui est dans ce groupe-là. Il y a l'ex-champion poids lourd britannique Anthony Joshua. Donc, tout ce beau monde-là ont décidé de prendre leur argent et puis de sauter sur l'occasion et d'avoir des parts dans une écurie de Formule 1. C'est justement ce que Patrick Mahomes racontait aux journalistes qui a sauté sur l'occasion aussitôt qu'on lui a proposé ça. Lui, on s'est réputé qu'il est un fan de Formule 1. On l'a déjà vu à quelques reprises dans des paddocks. Puis il n'est pas là comme certaines célébrités, pour ne pas en nommer, mais les sœurs Williams, qui sont là puis qui n'ont pas trop l'air à savoir pourquoi ils sont là puis ils veulent pas trop se prêter au jeu puis dérangez-moi pas, je suis là, mais moi, je veux pas vous voir, puis moi, je veux pas vous parler, mais c'est pas son genre, Pat Mahomes. Pat Mahomes, quand il est là en Formule 1, il est comme vous et moi, là, comme un vrai fan. Il regarde les autos, parle aux pilotes, veut parler à tout le monde, veut tout voir, veut rien manquer de l'action. Il a écouté les séries Drive to Survive, il a une admiration fou pour les pilotes, il les appelle des gladiateurs. Donc, c'est vraiment bon pour le sport d'avoir on peut le dire comme ça, c'est un ambassadeur de plus, même si c'est un gars qui œuvre dans un autre sport, un sport américain, qui est le plus gros sport, le sport pratiquement planétaire après le soccer. La NFL, c'est immense, surtout en Amérique. Donc, d'avoir un gars qui est leur visage de l'entreprise, le visage de la ligue, qui s'intéresse à la Formule 1, qui détient des parts, donc c'est toujours très intéressant. Puis c'est rendu une mode, hein. C'est très coutume maintenant. Là. On voit beaucoup de célébrités prendre leur argent, des gros groupes d'investissement, pas juste des vedettes d'Hollywood, là, que ce soit des athlètes, que ce soit des personnes très fortunées, que ce soit aussi des groupes de finances qui décident de prendre leur investissement, comme on a vu. L'écurie Williams a été achetée par un groupe d'investissement. On voit ça aussi, on a vu Lewis Hamilton se procurer des parts des Broncos de Denver, Tom Brady avec les Raiders d'Oakland. Tout le monde va dans le sport. Tout le monde met de l'argent dans le sport parce que les chiffres sont prouvés qu'il y a de l'argent à faire là. Le rendement est bon. Les prix de ces entreprises-là ne cessent de majorer année après année. Donc, on veut être partie intégrale de ce sport-là. On veut avoir une partie de la tarte. Puis pendant ce temps-là, nous, dans notre communauté ici, on s'interroge là-dessus. Je suis pas sûr, le sport. Je suis pas sûr. Je sais pas si on devrait mettre de l'argent là-dedans. Pendant que toutes les grosses sociétés financières à travers le monde, eux autres disent oui, c'est le temps, c'est des investissements sûrs. Pendant que les athlètes qui ont des conseillers financiers, qui sont de l'argent géré, qui se disent oui. Prends ton 20 millions puis sac-les là parce que tu vas voir, tu vas en faire de l'argent. Pendant que tout le monde dit c'est là, c'est le temps, il y a un boom économique qui s'en vient dans le sport, c'est déjà commencé, il est même peut-être déjà trop tard, mêlez-vous à ça, vous allez faire de l'argent, mais nous autres, on est on regarde ça, puis on a peur, puis on se pose des questions, puis on se dit, écoute, je pense que ça serait plus simple de prendre 100 millions puis de mettre ça sur une piste cyclable sur le Mont-Royal. Je pense que c'est ça qu'on va faire. D'après moi, il se trompe, Pat Mahomes. On va l'appeler, on va dire, écoute Mahomes, fais pas ça, retiens le chèque, mets pas de l'argent dans l'écurie française, là, dans les deux gars dans des sauts de série qui coursent le dimanche. Non. On a de quoi pour toi, nous autres. Nous autres, on va investir dans des gars en sous de série qui font du bicycle sur le Mont-Royal. Combien tu vas faire avec ça? C'est pas important l'argent que tu vas faire. Ça va te coûter 100 millions. Dans 15 ans, tu n'auras pas fait une scène, puis il va falloir le refaire, la piste cyclable. Ça va être malade. Passe pas à côté de ça. Il y a de l'argent à faire là-dedans. Laisse faire ton investisseur là, qui te dit que mettre de l'argent dans Alpine, c'est une erreur, ça. Nous autres, on met de l'argent dans le cycliste amateur qui rapporte pas une scène. On construit des pistes cyclables à travers la ville. C'est malade. C'est fou, je te dis, c'est ça. Nous autres, c'est là-dedans qu'on s'en va. La Formule 1, on n'est pas sûr si on veut garder le Grand Prix à Montréal. Ça dérange, ça fait du bruit. Ça sent pas bon. Mais par exemple, mettre de l'argent dans des pistes cyclables, ça, on se pose pas question deux fois. Go!
C'est ça. Il faut croire que les autres ailleurs, ils ont compris quelque chose que nous autres, on n'a pas compris. Parce que tu as des Snoop Dogg qui veulent acheter de l'argent, qui veulent acheter des équipes de hockey comme les Sénateurs d'Ottawa. Tu as Lewis Hamilton qui investit dans des équipes de la NFL. Tout le monde, c'est le temps. Parce que les équipes qui valaient 1 milliard, qui valaient 2 milliards, ils en valent 4 aujourd'hui. Fait que s'ils savent tous que ça va monter, ça va continuer d'augmenter, c'est le temps de se procurer des équipes. Il y a des équipes qui sont encore basses dans les montants. Justement, les écuries de Formule 1, c'est des concessions qui ne valent pas une fortune. Ryan Reynolds a investi dernièrement dans une écurie, justement dans Alpine. Il a aussi investi dans une équipe de soccer. Il est en train de faire une fortune avec ça en Angleterre. Donc, faut peut-être prendre un peu de note de ce qui se passe ailleurs puis commencer à regarder. Nous autres, ça nous en prendrait peut-être des équipes sportives ou du moins avoir des parts ou arrêter de cracher sur les sports qui viennent à Montréal parce qu'il y en a d'autres ailleurs dans le monde qui veulent ces sports. Bon, c'était la petite nouvelle d'actualité pour dire que s'il se passe des affaires dans le monde. Après ça, ben pour la Formule 1, qu'on continue là-dessus, d'une note plus joyeuse, ben sur la même note encore, qui montre que Netflix, eux autres aussi, ils en veulent une partie dans la Formule 1. Eux autres, ça leur dérange pas. Ils sont prêts à payer pour créer la Netflix Cup. Qu'est-ce qu'est la Netflix Cup? Ben, ils vont jumeler 2 sports. Ils vont jumeler le golf puis la Formule 1. Et oui, ils ont déjà commencé, eux autres, avec Drive to Survive. Ça intéresse beaucoup aux sports motorisés. Donc là, maintenant, ils veulent s'en aller dans le golf aussi. Ils ont déjà sorti une série sur le golf, mais là, ils vont jumeler les deux. Ils vont faire la Netflix Cup. Ça va être Pierre Gasly, Alex Albon, Carlos Sainz puis Lando Norris qui vont affronter des joueurs de golf professionnels, dont Ricky Fowler, Max Homa, Colin Morikawa, puis Justin Thomas. Donc, ces gars-là vont s'affronter. Ça va être en marge du Grand Prix à Vegas. Ça se passe le 15 novembre. On s'en va aussi, là, Netflix, on va aller sur une plateforme qui est en direct. Parce que nous aussi, on a vu que le sport, il y a de l'argent à faire là. Fait qu'on sait le sport, c'est 99%, ça se passe en direct. Donc, moi, à ma connaissance, c'est la première fois là, qu'on va avoir de quoi en direct sur Netflix. Peut-être que je me trompe, vous allez me dire, non, Martin, il y a eu plein d'autres affaires, mais si on se lance vers là, moi, c'est la première fois que j'en prends connaissance que Netflix va diffuser quelque chose en direct sur sa plateforme de streaming. Pourquoi? Parce qu'on se prépare à s'en aller vers là. Pendant que nous, on se pose des questions sur le sport, mais t'as Apple, que les autres ont acheté les droits en MLS, ont payé une fortune pour faire venir un gars comme Lionel Messi, un joueur de soccer, le faire venir en Amérique parce qu'ils savent qu'il y a de l'argent à faire avec ça, faire monter le prix des concessions, faire monter le prix des gens qui payent des abonnements pour écouter les matchs de soccer. Puis là, Apple veut faire la même chose avec la Formule 1. Il y a des rumeurs qui veulent mettre les mains sur les droits de Formule 1. Donc, eux autres aussi comprennent qu'il y a de l'argent à faire là, mais Netflix aussi est dans cette partie-là aussi. Peut-être qu'eux autres, on veut commencer à aller vers la TV en direct. Donc, on commence avec ça, une petite activité là, qui va regrouper tout le monde. Même si vous n'êtes pas un amateur de soccer, ou si vous êtes fan de Formule 1, je pense que ça va être intéressant de regarder pareil, parce qu'il y en a qui sont bons là-dedans. Albon, Sainz, puis Norris sont des gars qui jouent constamment au golf. Partout à travers le monde, là, c'est réputé que ces gars-là, aussitôt qu'ils ont une journée de congé, ils prennent leur sac de golf puis ils vont jouer des 18 trous ensemble. Pierre Gasly, par contre, j'ai jamais entendu parler qu'il joue au golf. Je pense que ça va être ça. Je pense que ça va être le côté amateur dans le groupe. Donc, ça va être intéressant de voir. Ça va peut-être être même drôle de le voir se jumeler au reste. Autre nouvelle, c'est Perez. Beaucoup de rumeurs à son égard. Ça va pas très bien pour Perez, autant sur la piste qu'à l'extérieur de la piste. L'extérieur de la piste, ben, c'est des rumeurs comme quoi qu'il annonçait sa retraite au Mexique, que c'était fini. Il y a aussi eu les déclarations de monsieur Helmut Marko, le docteur Marko. Là, pour les gens, là, je vous le mentionne souvent, mais pour les gens qui aiment la Formule 1, qui veulent savoir des choses, écoutez le docteur Marko. Pas pour nécessairement avoir des détails techniques et en apprendre sur le sport, mais pour les potins. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va arriver? Ce gars-là a pas de filtre, puis il vit encore il a encore une mentalité vieillot qui pense que il peut aller donner des entrevues dans d'autres langues puis que les gens ne sauront pas. Fait qu'il y a comme une certaine liberté quand il s'exprime dans sa langue ou quand il va donner des entrevues ailleurs dans le monde. Donc, il y a toujours des petites choses croustillantes qui en sortent. Puis, comme il n'y a pas de filtre, même quand il y a des choses qu'il ne peut pas dire, ben, il pense qu'il ne nous les dit pas, mais il nous le dit pareil. Comme là, ce que j'ai décortiqué un peu de sa déclaration cette semaine, qui a retenu l'attention, qui a fait partir beaucoup de rumeurs, c'est le fait qu'il mentionne que faut que Perez élève ses performances, ça c'est pas une surprise, et qu'il a hâte de voir le Grand Prix du Texas, donc celui qui se déroule en fin de semaine, le Grand Prix des États-Unis, et celui au Mexique. Il nomme 2 Grands Prix. Il n'y a pas j'ai hâte de voir d'ici la fin de la saison, ou on mentionne qu'il y a un contrat en 2024, mais on dit j'ai hâte de voir les 2 prochaines courses.
Ça, dans le jargon Helmut Marko, ça s'appelle un ultimatum. Parce qu'il a dit les mêmes choses pour Nick DeVries. Puis Nick DeVries s'est même pas rendu à la fin de l'ultimatum que c'est le nom de Daniel Ricciardo qui était rendu imprimé sur l'auto. Puis c'était plus le numéro à DeVries qui était sur l'auto, c'était le numéro 3 de Ricciardo. Donc ça a changé bien vite après cette déclaration banale-là de Helmut Marko. Donc si j'étais Sergio Perez, disons que je gérerais pas mon repas de la même façon quand j'entends Helmut Marko commencer à plus s'exprimer en année ou en saison, mais commencer à s'exprimer en disant j'ai hâte de le voir dans les 2 prochaines courses. Donc ça veut dire qu'il est en évaluation, mon grand, il faut que tu fasses attention à ce que tu fasses, ça va prendre des résultats parce qu'on commence à penser que la saison prochaine, on la débutera pas avec toi. Parce que on est humble chez Red Bull, on sait qu'on est dans un air de domination, mais on sait aussi que ça part très vite une domination. Ça peut s'enlever bien vite. Là. On sait, McLaren pousse fort, McLaren ont 2 bons pilotes. Mercedes, ces gars-là, ils se grattent, les cerveaux de Mercedes se gratteront pas la tête pendant 5 ans avant de trouver quelque chose. Ça fait déjà 1 an et demi qu'ils se grattent la tête, à un moment donné, ils vont trouver quelque chose. Ils s'en viennent, puis ils ont 2 bons pilotes. Ferrari, sont là, sont pas là, ils jouent à la cachette. Et des fins de semaine, tu penses, ils sont arrivés, puis d'autres fins de semaine, on les trouve plus. Mais à un moment donné, ils vont peut-être réussir à aligner un pied devant l'autre, puis à commencer à être compétitifs, puis les autres aussi ont 2 pilotes pour rivaliser. Donc, à un moment donné, oui, Max Verstappen a tout le talent du monde, oui, c'est un talent générationnel, mais si tu veux gagner le championnat des constructeurs, ça te prend 2 voitures. Le championnat des pilotes, seul, c'est peut-être faisable. Mais à 2, gagner le championnat des constructeurs à 1 voiture, c'est très compliqué. C'est sûr que quand tu accumules 450 points par année, comme il l'a fait dans les 2 dernières saisons, c'est pas mal dans le sac. Ça risque d'être correct de gagner le championnat des constructeurs. Sauf que on est conscient chez Red Bull que ça sera pas toujours comme ça. Que les autres écuries, à un moment donné, ils vont commencer à comprendre ce qui se passe. Ils ont déjà commencé à saisir la technologie de Red Bull. Ils ont arrêté de s'entêter et de se dire non, nous, on va faire notre tête. Non, nous, on va faire un auto pas de ponton. Ils ont arrêté ça. Là. Ils ont fini ces projets-là. Ils ont commencé à dire ça prend des pontons, puis il faut qu'elle ait l'air d'une Red Bull. Pas obligé d'y mettre des taureaux dessus, mais il faut qu'elle y ressemble, elle va aller vite. Fait que c'est ça, là, les écuries ont commencé à comprendre ça. Fait que là, on le sait chez Red Bull, puis on veut se préparer. On veut pas aller à la guerre avec un Perez qui roule en arrière de tout le monde, puis il se bat une fin de semaine, il se bat avec les Williams, puis l'autre fin de semaine, il est en avant du Hülkenberg, qu'on est comme il s'améliore. C'est pas ça qu'on veut. Là. On veut quelqu'un qui est supposé rouler à l'avant. Supposé, la limite qu'on met Sergio Perez, on dit t'es supposé te tenir à 2 dixièmes de Verstappen. On le sait, Verstappen est plus rapide, tu seras jamais capable de le matcher sur une saison de 23 courses. Essaye de te tenir dans le 2 dixièmes, au moins dans demi-seconde, parce que dans les derniers week-ends, si c'était au moins tenu à une demi-seconde de Verstappen, il aurait été 2e sur la grille. Mais là, il est rendu à 1 seconde derrière, donc c'est tout ça le problème. Donc on veut bloquer ça, on veut empêcher que ça dérape, on veut un pilote qui est capable de poursuivre, parce que rappelez-vous, en 2021, si Sergio Perez connaît une saison un petit peu meilleure que ce qu'il a connu, Red Bull aurait sûrement gagné le championnat des constructeurs aussi. Il y aurait eu le championnat des pilotes avec Verstappen, puis le championnat des constructeurs. Mais qui avait eu le dessus sur Perez? C'est Bottas. Fait qu'à ce moment-là, c'est pour ça qu'on n'avait pas réussi à remporter le championnat du côté de Red Bull, le championnat des constructeurs. Donc c'est important. Quand on est dans une vraie bagarre serrée, entre 2 écuries, ou peut-être à 3 écuries, ça prend les 2 pilotes pour remporter un championnat des constructeurs. Donc, on s'en va vers là. L'autre nouvelle aussi, c'est du côté de Andretti. Qu'est-ce qui se passe avec Andretti? Bien, on s'en va avec GM. Si on est approuvé en Formule 1, on sait que c'est un partenaire avec GM Cadillac, sauf que GM n'aura pas le temps de faire un moteur à temps. On est conscient de ça. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Bien, il y a la loi, l'annexe 6 du gros document de la FIA. C'est justement son président qui nous parlait de ça cette semaine, comme quoi que GM n'aurait pas le temps de faire un moteur et que si jamais on va de l'avant, qu'on est approuvé, que les 10 écuries décident de dire oui, pas de problème, tu nous donnes temps, puis tout d'un coup, tu es notre ami, tu as le droit de devenir une écurie de Formule 1, parce que c'est encore là les négociations, c'est au niveau de l'argent. Mais aussitôt qu'on réussit à s'entendre, ça va lui prendre un moteur. Là, à ce moment-là, c'est la FIA qui va lui en attribuer un. Comment on fait ça? On prend les 2 motoristes qui fournissent le moins d'écuries. En date d'aujourd'hui, ça serait Red Bull Honda ou Renault. Là, vous avez été vite sur les réseaux sociaux, envoyer des messages, vous dire wow, jamais il va aller avec Red Bull. Red Bull va devenir Ford, exactement. En 2026, là, Red Bull, le moteur, ça va être une alliance avec Ford. Donc, GM ne voudra pas se lancer en Formule 1 puis dire à toutes leurs personnes, à leurs actionnaires, aux clients GM, de dire regardez, nous on fait de la course automobile, mais on met un Ford dans notre char. Ça, c'est sûr que ça n'arrivera pas. Donc, il y a beaucoup plus de chances qu'on s'en aille vers le Renault. Mais si on attend 2026, il y a Honda qui va fournir seulement une écurie, donc Aston Martin. Puis il y a déjà eu des partenariats entre Andretti et Honda par le passé. Donc, ça pourrait être un mariage
qui serait peut-être plus adéquat. Donc, à voir, là, mais ça, c'est ce qui va se passer. Pour l'instant, GM ne se lancera pas là-dedans. J'ai eu la question de certains d'entre vous qui me demandaient comment ça, GM ne fait pas un moteur. C'est pas parce que le manque de volonté, il y a gros à jouer. Quand tu veux te lancer en Formule 1, j'en parlais tantôt, le dimanche, là, tes actionnaires, tes clients, les personnes là, qui détiennent justement des voitures GM, ils te regardent. Là, toi, tu leur dis que t'es beau, t'es bon, puis t'es le meilleur, puis t'es rendu en Formule 1. Mais il faut pas que tes moteurs commencent à exploser, puis que tes autos finissent sur le côté de la piste ou qu'ils décollent pas quand les rouges s'éteignent. C'est important que les voitures ils décollent, puis que les voitures roulent bien. Tout le monde veut bien paraître. Le problème, c'est que t'as toutes les autres écuries qui veulent te battre aussi à ce jeu-là. Donc, tu te lances pas en Formule 1 si t'es pas sûr d'être capable d'être compétitif. C'est pas pour rien qu'Audi prend son temps, puis il va arriver juste en 2026. On veut arriver prêt. On veut pas répéter les histoires d'horreur de Toyota ou même Honda avec les années de bar puis tout ça. Donc, on veut vraiment arriver puis être solide en Formule 1. Donc, GM, on sait, là, tout le monde a commencé. Donc, c'est pas une bonne idée. Déjà, de te lancer en Formule 1, si t'es pas prêt, c'est pas une bonne idée. Puis c'est encore une moins bonne idée de commencer après tout le monde. Donc, en ce moment-là, comme les écuries ont déjà commencé pour 2026, on sait qu'on n'aura pas le temps. Donc, ça prendrait un moteur en attendant d'en faire un. Les autres nouvelles, eh bien, les amendes à 1 million. Bon, on passe ça vite, là, parce que ça... tout le monde, on parle de ça. Hey, les pilotes peuvent avoir une amende à 1 million. Sais-tu s'ils dépassent les lignes? Non, inquiétez-vous pas, parce que sinon, ils vont tout te ruiner. Parce qu'il y en a à peu près 50 qui dépassent, 50 infractions par week-end de dépasser les lignes. Donc, ça sera pas pour ça. C'est plus que l'amende maximum qu'on peut émettre à un pilote, c'était de 250 000 $. Maintenant, on l'a remonté à 1 million. Il n'y a aucun pilote qui sait comment tu fais pour avoir une amende de 250 000. Puis il y a encore moins de pilotes qui savent comment que tu peux avoir une amende d'1 million $. Donc, je pense pas qu'on va voir ça du jour au lendemain. Toucher un aileron, c'était 50 000 $. Je pense que c'est Verstappen qui avait touché l'aileron d'Hamilton. Ou c'est Hamilton qui avait touché l'aileron de Verstappen. En tout cas, un ou l'autre. Puis il y avait eu 50 000 $ d'amende. Donc, on ne s'est jamais rendu à 250 000, donc je vois pas comment qu'un million. Même Lewis Hamilton qui décide de traverser une piste au Qatar pendant que le Grand Prix de Formule 1 est encore en train d'avoir lieu, n'aurait pas 1 million de dollars d'amende. C'est très dangereux, puis on en a parlé cette semaine. Puis il en parle encore, la FIA fait encore l'enquête, mais ça vaut pas 1 million de dollars de traverser une piste pendant qu'il y a des Formule 1 qui roulent. Donc, l'autre nouvelle, ben oui, c'est Marco Horner, c'est Christian Horner, Helmut Marko. Qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il de la chicane entre les deux? Y a-t-il de la bisbille? Les deux ont sorti, ils ont dit non, il n'y a pas de chicane, on s'entend bien. Le problème, c'est que le contrat de Marko se renouvelle dans 1 an. Il y en a qui disent que Christian Horner va en profiter pour le tasser. Mais Helmut Marko n'est pas sous la juridiction de Christian Horner. Il ne travaille pas pour Red Bull Racing. Il travaille pour Red Bull en tant que tel. Donc, il était un conseiller, un bras droit du défunt Dietrich Mateschitz. Donc, lui, c'est un ami de la famille. C'est pas il est pas sous la gouverne de personne. C'est un travailleur indépendant. Donc, c'est pas à Christian Horner, comme même Helmut Marko ne s'est pas gêné pour le dire, que s'il veut rester, c'est pas Christian Horner qui va renouveler son contrat, c'est lui qui va le renouveler avec qui de droit chez Red Bull. Donc, c'est pas, il travaille pas pour Red Bull Racing. Puis il entend, moi ce que je trouve bizarre de ça, de la rumeur comme quoi ils s'entendent pas bien, c'est qu'à toutes les fois qu'on les voit à l'extérieur de la piste, ils sont ensemble en train d'aller manger sur les terrasses. C'est pas juste, je parle pas juste pendant une course, mais c'est normal, ils n'ont pas le choix de s'asseoir à côté de l'autre. Non, quand ils ont le choix, on les voit sur une terrasse, à l'usine Red Bull, n'importe où, Helmut Marko est toujours dans les parages proches de Christian Horner. S'il y avait vraiment un différent entre les deux, on les verrait divisés, on verrait des clans divisés à l'intérieur, on verrait Adrian Newey d'un côté, mais on voit, ils sont très très proches l'un de l'autre. Christian Horner, comme l'a dit, comme chaque bon leader, ça te prend des gens qui vont te contrarier, qui ne penseront pas comme toi. La seule chose qui a peut-être fait un peu de tempête, c'est qu'Helmut Marko a eu des déclarations un peu spéciales dans les derniers mois. Puis ça, c'est sûr que ça a fait une petite tempête à l'interne. Même si on a bien contrôlé ça chez Red Bull, puis on a enterré ça, on n'a pas voulu ajouter là-dessus. On n'a pas de fait de déclaration, pas de communiqué, rien. On a juste laissé Lewis Hamilton en parler pendant une semaine, puis Toto Wolff, puis toutes les autres, puis nous autres, on a décidé de ne pas s'en mêler, puis de laisser Marko régler ça avec Perez. Mais c'est sûr qu'à l'interne, ça a dû faire des vagues. Donc, est-ce que c'est des résidus de ça qui font que peut-être que ça a coulé que Helmut Marko pourrait ne pas être de retour à l'échéance de son contrat? Mais ça reste à suivre. Mais je pense pas que Christian Horner est à blâmer là-dedans. L'autre nouvelle aussi, bonne nouvelle pour les amateurs de Formule 1, c'est McLaren avec leurs nouveaux outils, ces nouveaux simulateurs, on a notre nouvelle soufflerie. On dit qu'on est prêt à attaquer Red Bull et c'est la prochaine étape, on s'en va là. C'est rafraîchissant à entendre, plutôt qu'entendre « Ah, ils sont trop loin, ils sont pas atteignables, je pense pas qu'on va être capable, donnez-leur leur trophée. » On a déjà entendu certains pilotes dire ça ou certaines écuries, mais c'est pas ça qu'on dit chez McLaren. Chez McLaren, on dit « Non, là, nous, on a franchi les étapes, prochaine étape, là, on est prêt, on s'en va, on veut attaquer Red Bull. » Donc, on profite de la fin de la saison pour recueillir des données puis continuer à préparer notre voiture de 2024.
Parlant de Red Bull et de son pilote vedette Max Verstappen, eh bien, il pourra rejoindre le groupe select des 50 victoires en Formule 1 au cours du week-end. Il n'y en a pas beaucoup qui ont ça. Il y a Lewis Hamilton qui l'avait accompli 50 victoires en 185 Grands Prix, qui est le deuxième à l'avoir fait le plus rapidement. Schumacher est le plus rapide, 50 victoires en 154 Grands Prix, c'est assez incroyable. Vettel aussi, 50 victoires en 205 Grands Prix. Et Alain Prost, 50 victoires en 192 Grands Prix. Et la question est venue sur les réseaux sociaux, très bonne question d'ailleurs. Pour Verstappen va le faire en combien de Grands Prix s'il remporte la 50e victoire au courant du week-end? Eh bien, 181e Grand Prix de Verstappen. Donc, il deviendrait le deuxième plus rapide de l'histoire à le faire, que Lewis Hamilton avait fait en 185. Donc, non seulement il peut le réaliser au cours du week-end, mais il y a une couple de courses pour le faire aussi, soit pour égaliser ou battre le record, le deuxième record d'Hamilton. Donc, oui, ça va être intéressant à suivre. Pour vous donner une petite ordre d'idée de ce qui se passe là, pour Verstappen, en 2021, quand il a gagné son premier titre mondial, c'était sa 20e victoire. Donc, le Grand Prix d'Abu Dhabi 2021, c'était sa 20e victoire en carrière. Il pourrait remporter sa 50e victoire déjà. C'est comme si c'était hier à Abu Dhabi 2021. Non seulement parce qu'on en a parlé beaucoup, mais parce que 2021, c'est pas si loin que ça. Fait que là, il est déjà rendu à 50 victoires, puis il y a déjà 3 titres de championnat du monde en poche. Donc, ça a bougé. Le temps passe très, très vite, mais il a aussi fait ça très rapidement, d'être déjà rendu à 50 victoires. C'est assez incroyable. Donc, on va jeter un coup d'œil là-dessus au courant du week-end. C'est ce qui conclut le gros bloc d'actualité. Maintenant, passons au week-end de course. Week-end de course à Austin, au Texas, au circuit des Amériques. Un circuit splendide. Si vous voulez en savoir plus justement sur l'historique de ce circuit-là qui avait été inauguré par la John Players Special du champion Andretti. C'est en 2012, si je me rappelle bien, je pense qu'il avait été inauguré ce circuit-là. Donc, vous pouvez vous rendre sur notre page Facebook et voir un peu l'historique de ce Grand Prix-là qui, ses caractéristiques sont assez différentes des autres. Là. Il est très, très dénivelé comme Grand Prix. Peut-être que des fois, à la télé, ça fait un peu comme à Spa-Francorchamps. Ça rend pas vraiment justice. Bon, faut croire, oui, ça rend quand même justice parce qu'on la voit, la pente. On la voit pas à peu près, mais c'est encore pire en personne. Donc, si vous ne la voyez pas, la pente, lors du week-end, changez de télévision parce qu'il y a certainement un problème, ou vous n'êtes pas au bon poste, vous n'écoutez pas la bonne course. Mais oui, vous allez voir le dénivelé, mais c'est encore plus vrai en personne. C'est ce que je veux dire, c'est que ça ne rend pas justice vraiment à quel point il y a des ondulations tout le long du circuit. Donc, c'est très dur pour les pilotes. Autant, on sort du 14, parce que ça a été très, très dur physiquement. Justement, ça a retenu l'attention, on en a encore parlé. Lewis Hamilton, lui, il était drôle. Lewis Hamilton, lui, il disait que le 14, c'était correct, le Qatar, mais il n'a pas fait la course. Au premier virage, il était sorti, il est rentré dans Russell, en tout cas, vous en rappelez, mais lui, il est pour ça, des courses comme le Qatar. Ça ne l'a pas dérangé, le Qatar, en tout cas. Mais il disait ça un peu sur un ton ironique, là, mais lui, il se rappelle de la Malaisie, puis ses Grands Prix-là dans son temps, puis il dit que ça fait partie du sport. Puis je suis pas en désaccord avec lui, c'est juste que c'était drôle de voir que le gars qui a fait un virage avait une opinion sur si le Qatar, c'était vraiment si dramatique que ça ou si dur que ça physiquement. Donc, tout ça pour dire, pour revenir, Austin, c'est la continuité un peu. Là. On est dans des Grands Prix qui vont être difficiles physiquement. Le Mexique aussi va être très, très demandant à cause de l'altitude. Puis là, au Texas, mais non seulement c'est très chaud, les gens sur place disent que c'est plus chaud que les autres années auparavant. Puis il y a aussi le fait que c'est un circuit qui est très demandant, autant sur les forgés, la dénivellation, le corps, le freinage. On voit pas toujours nécessairement... Quand on se lance dans l'enchaînement de virages, on ne voit pas nécessairement toujours où on s'en va, donc on prend beaucoup de risques, donc il y a beaucoup de concentration, beaucoup d'efforts. C'est un circuit qui est très demandant. Vous allez vous en rendre compte, peut-être pas durant la sprint, mais dimanche, durant la course, vous allez vous rendre compte que plus la course va avancer, plus les pilotes vont avoir de la difficulté à parler. Vous allez entendre, la saison dernière, c'était très, très, très notable. On pouvait vraiment voir ça, que les pilotes avaient énormément de difficultés à discuter. Là. On entendait les grosses respirations, les gros souffles, plus que l'épreuve avançait. Donc, c'est non seulement une combinaison avec la chaleur et puis les caractéristiques du circuit. Donc, une course très intéressante. Qui a des améliorations pour le week-end? Comment qu'on fait pour savoir s'il y a des améliorations pour le week-end? Comment qu'on fait pour savoir ça? Mais on se dirige sur la page Facebook du F1 Podcast à tous les vendredis. Il y a une liste qui sort. On vous publie ça sur l'heure du dîner à peu près.
Vous allez avoir la liste de qui apporte quoi, quelle écurie a quoi et pourquoi ils ont ça. Donc, ça nous donne une petite idée. Ça devrait être votre bulletin, là, votre guide pour le week-end de savoir, pourquoi que Mercedes est rendu vite? Ils ont un nouveau plancher pendant la fin de semaine. Donc, ça c'est vrai. Ça, c'est pas inventé. Ils ont un nouveau plancher. Pour le week-end, on fait des tests. On fait des tests pour imiter la Red Bull. On s'est finalement rendu à la conclusion de dire, ça prend une Red Bull noire pour gagner. Donc, à ce moment-là, on est en train de faire ces tests-là, de voir si on a bien compris la technologie du sol de la Red Bull et si on est capable de bâtir là-dessus pour la prochaine saison. Donc, ça, c'est une des améliorations qui a été apportée pour le week-end. Qui en a apporté le plus? Là, c'est très rare. Pendant un week-end sprint, normalement, on n'a pas beaucoup d'essais. On est limité. On a juste une séance d'essais libres. Puis elle n'est pas très représentative parce que faut faire des tests sur des pneus. Il y a beaucoup de programmes. Là. Un week-end de course, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça, un week-end de course en Formule 1, on appelle ça, on arrive avec un guide de programme. Donc on a un livre, puis tous ces programmes-là, on veut les faire durant les séances d'essais libres. Donc on veut maximiser ce temps-là en piste parce qu'en Formule 1, encore là, pour les gens qui ne sont pas familiers avec ça, je prends la peine de l'expliquer, il n'y a plus de séances d'essais à l'extérieur du cadre d'un Grand Prix. Donc, on ne peut pas, comme dans le temps, vous avez sûrement déjà entendu les histoires de Michael Schumacher qui est pas satisfait de sa voiture au Grand Prix de Monaco. Puis à Monaco, de la manière que ça se déroulait dans le temps, tu avais des essais le jeudi, mais le vendredi, tu n'avais rien. Mais lui, il prenait le jet privé de Ferrari, il s'en allait à Maranello, puis il s'en allait conduire une voiture sur piste pour faire des tests, pour trouver les bons réglages, puis ramener ça, puis dire c'est ça que ça nous prend pour le week-end de course. On ne peut plus faire ça. Les études se font, c'est très limité, les études se font soit en simulateur ou soit en piste, puis on a le droit à des journées de tournage là, qu'on peut camoufler en essai, mais ça, c'est un temps limité de tours qu'on peut faire, donc prenez pour acquis qu'il n'y en a plus d'essais en Formule 1, pratiquement. Donc à ce moment-là, c'est pour ça que ces séances d'essais libres-là sont vraiment névralgiques, sont très, 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 très importantes pour recueillir ces données-là, envoyer ça à l'usine, puis faire travailler les gens, avoir des données concrètes là, pour bâtir là-dessus. Donc, quand on arrive dans un week-end sprint, on a une période d'essai. Donc, on ne peut pas réaliser tout le guide de programme qu'on a au cours d'un week-end. On doit se contenter de tout de suite passer à l'action, savoir comment la voiture réagit sur nos pneus tendres, nos pneus médiums, nos pneus durs. Même il y a des équipes qui n'ont pas le temps de faire ça. Savoir comment la voiture répond avec une baisse de carburant, donc un carburant qui est plus bas, donc une voiture légère, comme en qualification, et faire le test aussi avec une voiture remplie de carburant pour voir comment elle va se comporter en course. Donc, juste avec les programmes que je viens de vous nommer là, ils en ont pour toute la séance. Donc, juste ça, même il y en a qui n'ont pas le temps de le faire. Donc, tu n'as pas le temps de faire du surplus. Donc, c'est très, très rare. C'est la raison pourquoi c'est très rare qu'on va voir des écuries apporter des améliorations, des updates, des mises à jour. C'est tout à peu près les synonymes de comment vous pouvez appeler ça. Mais c'est très rare qu'on va voir ça lors d'un week-end sprint pour les raisons que je viens de vous énumérer. On n'a pas le temps de les mettre à l'épreuve et de recueillir nos données. Mais on a fait une exception à la règle. Les écuries ont apporté des améliorations pour le week-end parce que là, on veut bâtir pour 2024 puis il nous reste plus grand temps. On va aller essayer de chercher un petit peu de données physiques pour voir est-ce qu'on s'en va-tu dans la bonne direction ou on est dans le champ. T'sais, un peu comme s'il y a quelques années, on avait pris à dire c'est une bonne idée d'y aller pas de ponton. Puis là, on aurait vu non, on est dans le champ. Puis là, tu changes d'idée. Mais là, c'est ce qu'on est en train de faire. Si là, on essaye d'aller une direction, on veut être sûr qu'on s'en va dans le bon bord, on veut pas se planter. Et c'est ce qu'on va voir en fin de semaine. Qui a des améliorations? Aston Martin. Beaucoup d'améliorations pour Aston Martin. Mercedes. Beaucoup d'améliorations pour Mercedes. Des améliorations significatives, qu'on peut dire. Ensuite, il y a, oui, attachez-vous bien, assisez-vous. L'écurie Haas a des améliorations. Vous m'avez bien compris, ça n'a pas coupé. Je vais répéter. Oui, vous venez de vous réveiller. Oui, Haas a des améliorations. Ne perdez pas connaissance, restez avec nous. L'écurie américaine a mis sa main dans sa poche, puis a créé de l'évolution en Formule 1. On a décidé d'améliorer notre voiture pour le week-end. Donc, ça va être intéressant à voir. Là, j'imagine qu'on doit se rapprocher là, du 145,5 millions qu'il faut dépenser à chaque saison. Et j'espère que ça va fonctionner. Ce qu'on fait, c'est qu'on a créé, on espère donner des ailes à notre voiture en imitant Red Bull aussi. On a emboîté le pas comme les autres écuries ont fait. Puis c'est de bonne guerre. Moi, pour moi, là, du copiage en Formule 1, ça n'existe pas. C'est la game. Si quelqu'un fait de quoi de bien puis tu le fais pas,
ben, t'es en tort et tu devrais perdre ta job parce que c'est comme ça que ça marche dans ce sport-là. Si l'autre, il fait... Ça marche comme ça dans tous les sports. Si l'équipe à côté de toi, pour qui tu veux gagner un championnat, a 10 thérapeutes sportifs, puis ils mangent tout du spaghetti avant les games, puis ils gagnent des championnats année après année, puis toi, tu refuses d'engager 10 thérapeutes sportifs puis de manger du spaghetti avant toutes les games, mais tu devrais perdre ta job. Parce que ta job à toi, c'est d'être bon comme l'autre équipe. C'est sûr que tu peux pas juste toujours copier, parce que copier, comme Max Verstappen nous l'a toujours répété, quand tu copies, t'es sûr d'être deuxième. C'est sûr, c'est pas toi qui set la base, c'est pas toi qui met les standards, tu vas juste copier. Mais c'est ça. Mais là, des fois, il faut que tu copies, puis il faut que tu innoves un peu. Ça prend un mix des deux. Mais là, Az, on a décidé de dire, on n'emboîte le pas, on s'en va vers la Red Bull. Donc, une grosse amélioration, une voiture type B qu'on peut appeler. C'est carrément une nouvelle voiture qu'on a pour le week-end. Ça va être intéressant de voir. On quitte un peu la philosophie. On allait un peu dans la philosophie Ferrari, parce qu'on sait, on est un client Ferrari, on prend le moteur Ferrari, la transmission Ferrari, donc les composantes directrices sont des composantes Ferrari. Donc on essaie de jumeler un peu cette technologie-là, puis d'avoir la même vision que l'écurie italienne, mais ça fonctionne pas, puis même Ferrari a délaissé ce plan-là. Donc Az serait un peu niaiseux de continuer en même direction quand même Ferrari a décidé de plus aller. Donc, on a décidé d'aller du côté de la Red Bull, puis d'innover dans ce côté-là, d'essayer de tirer une amélioration. Donc, c'est une voiture B. C'est trop long de vous énumérer les changements. Elle est neuve, l'auto. Vous allez pouvoir aller voir la liste. Il y a bien des affaires qui sont changées. Ensuite, après ça, Alfa Romeo, des nouvelles pièces. Alfa Tauri, on continue. On veut s'en aller aussi vers notre écurie sœur, notre grande sœur, la Red Bull. Donc, beaucoup d'améliorations aussi. AlphaTauri, on veut aussi pas finir dernier. Hein. On est en bagarre pour la bagarre du pas bon là, entre Az et AlphaTauri. Donc, qui va finir dernier. T'as Alfa Romeo aussi, mais est un petit peu en avance dans le classement. Donc, c'est une bataille à 3 équipes à suivre qui va être le moins bon du reste et finir dernier. Alors, c'est ça. Alpha Tauri, on veut éviter ça, vraiment éviter ça le plus possible, là, en amenant des technologies de notre écurie Red Bull. Donc, ça va être intéressant à suivre. Ça, on sait, l'année prochaine, ça va être une voiture, on peut l'appeler la Red Bull blanche. Ça va être pratiquement une RB19 qu'on va avoir. Donc, à surveiller cette écurie-là, mais c'est ce qu'on a déjà commencé dans cette transition. C'est pas mal ce qui conclut les améliorations. McLaren n'apporte rien. On a même annoncé que c'était pas mal la fin pour McLaren côté amélioration. Red Bull, ben aussi, eux autres, on est en 2024. Puis pour le reste, Ferrari, on n'a rien apporté. Donc c'est ça, c'est vraiment les écuries. De toute façon, vous pouvez aller voir la liste détaillée. Bon, mais qu'est-ce qui s'est passé pendant cette journée-là à Austin? Il n'y a pas juste eu des améliorations. Il y a eu une séance d'essai libre qui ne veut pas dire grand-chose, qui n'est pas très représentative. Je vais vous expliquer les raisons pourquoi. Il y a aussi le fait que, comme toujours, la première séance, elle ne se déroule pas au même moment de la journée où ce que la course va avoir lieu. Mais il y a quand même eu Verstappen qui a eu le meilleur temps, fini premier devant Leclerc et Hamilton, Perez, Magnussen, Russell, Albon 7e, Sainz 8e, 9e Hülkenberg et 10e Gasly. Ça, c'est pas mal ce qui résume la séance d'essai libre qu'il y a eu. Là, ce qu'on voulait savoir, c'est la période de qualification, parce que la qualification est importante pour le Grand Prix de dimanche. On veut savoir qu'est-ce qui va se passer dimanche. Puis là, pendant les séances, on voyait, même si c'est pas représentatif, que c'est quand même assez serré. On voyait que l'amélioration de Mercedes semble bien fonctionner, Az, ça semble fonctionner. Ferrari, Charles Leclerc avait prévenu qu'il croyait que la voiture pouvait bien répondre au circuit de COTA qui signifie Circuit of the Americas. Donc, c'est ça. Sur le circuit COTA, si vous m'entendez dire ça, c'est pour ça. Donc, on pensait qu'elle pouvait bien répondre là-bas. Ben, il s'est pas trompé, le Charles Leclerc, le Monégasque, qu'on aime bien, qui semble bon sympathique, Charles Leclerc. Hein? Je pense que je connais personne qui aime pas Charles Leclerc. Tout le monde aime ce pilote-là, tout le monde lui souhaite du bien. Et Charles Leclerc a remporté la pole position. C'est lui qui s'élancera premier pour le Grand Prix de dimanche. Est-ce que c'était parfait son tour? Est-ce qu'il a fait un tour incroyable? Puis on va dire, waouh, ça c'est un tour de la décennie. Non, il a commis une couple d'erreurs, mais il a été le meilleur dans la journée. Il y a personne qui a été parfait aujourd'hui. Ça a été une séance de qualification serrée, mais est-ce qu'elle a été serrée parce que les voitures sont proches ou parce que trop de gens ont commis des erreurs, personne n'était proche de la perfection? C'est un peu des deux, je dirais. Mais Charles Leclerc a commis, ça aurait pu être plus parfait que ça, mais c'est lui qui a été le meilleur tout au long des séances, donc il méritait la pole position. Il est devant Lando Norris, justement, qui était déçu parce qu'il croyait que la pole était accessible pour lui, mais il dit, j'ai commis plus d'erreurs que Charles, donc c'est pour ça que je ne pars pas en pole. Lewis Hamilton semblait très bon, très positif du côté de la Mercedes, mais seulement du côté d'Hamilton. Les circuits des États-Unis, c'est un circuit qui a gagné à plusieurs reprises tous les Grands Prix
aux États-Unis, normalement, il a toujours été bon. C'est même lui qui a remporté le Grand Prix d'Indianapolis le dernier. Donc, c'est toutes les fois qu'on arrive aux États-Unis et compétitif, il y a juste Miami que ça n'a pas l'air de cliquer, mais ça peut être la voiture aussi. Mais Hamilton, normalement, il a des bonnes performances, surtout à Austin. Donc, c'est un circuit qu'il maîtrise bien, qu'il aime bien. Comme il dit souvent partout ce qu'il va, c'est le meilleur circuit. Un des meilleurs circuits. Il dit ça partout, là, mais quand tu écoutes toutes les courses, tu te rends compte qu'il dit ça à bien des places, mais c'est un des circuits qu'il dit. C'est un des meilleurs circuits. Donc, ça, il a fini troisième. Encore une fois, il y a eu le dessus. Encore une fois, il y a eu le dessus sur Russell qui avait une journée difficile. Donc, est-ce que les Mercedes sont de retour? Est-ce que les Mercedes vont être compétitives ou c'est juste un week-end comme ça, puis là, après ça, on va revoir ça va être à suivre. Mais ça pour dire, troisième Hamilton, Sainz quatrième, cinquième Russell. Là, vous me dites, Martin, t'as oublié de nommer Verstappen, t'es rendu à sixième position, puis t'as pas parlé de Verstappen encore, t'as sûrement oublié de le nommer. Non, j'ai pas oublié de le nommer. Il est sixième, Verstappen, pour le départ de dimanche. Qu'est-ce qui est arrivé? Bien, il s'est fait effacer son temps, il n'a pas respecté les limites de la piste, comme que c'est rendu coutume. On parle de ça tous les week-ends maintenant, ça fait partie du sport. Bien, Verstappen s'est fait effacer son dernier tour lancé, qui n'était pas parfait. Et justement, c'est peut-être pour ça qu'il a dû quitter les lignes. Il a bloqué les roues au freinage, il a fait une rare erreur pour le pilote de 26 ans. Puis là, il a été forcé d'être plus agressif sur le reste, prendre des risques. Puis finalement, ça a fini qu'il a mis une roue de trop à l'extérieur de la piste, puis ça lui a coûté son temps. Après ça, Gasly, 7e, Ocon, 8e. Je vais attirer l'attention sur ces deux pilotes-là qui sont en bagarre avec Lance Stroll, présentement au championnat pour la 10e place. Lance Stroll, ça pourrait être son meilleur résultat en carrière en passant. Finir 10e, ça c'est intéressant. Bon, on ne dirait pas ça dans la saison qu'il connaît, mais il pourrait essayer de terminer 10e, ça pourrait être son meilleur résultat en carrière. Donc lui, il se bat pour garder cette position-là, mais il est très, très proche dans les points avec Pierre Gasly et Esteban Ocon. Deux coéquipiers aussi, deux Français, trois francophones, on pourrait dire, oui, Lance Stroll parle français, trois francophones en bagarre, donc la French Connection en bagarre sur la piste, donc ça va être intéressant à suivre dans les prochaines courses. Puis, je voulais saluer le travail de Gasly et Ocon, parce qu'on le sait que c'est pas facile. Alpine dit à tout le monde qu'ils ont le moteur Renault, c'est le moteur le moins puissant, 30 HP de moins, je pense comme dans tout, là, on plaide notre cause, on en rajoute un petit peu parce qu'on voulait avoir une flexibilité dans le règlement. La FIA a décliné ce droit-là. Chez Renault, on voulait une permission spéciale d'ouvrir le moteur pour régler ce déficit-là. Puis là, finalement, il fallait que toutes les écuries soient autorisées. Finalement, on a dit non. Ça, c'est sans surprise. Mais ça pour dire, supposément qu'on a un moteur moins puissant, mais on a quand même réussi. On réussit quand même à faire des belles performances, je trouve. 7-8e. Je ne m'attendais pas de les voir là, les Alpines, sur le circuit comme quota. Donc, bravo à Pierre Gasly et Esteban Ocon. Sergio Perez, un moins bon bravo. 9e. Est-ce que c'est rendu sa position, là, se tenir dans le 9e, 10e? T'es pas mal rendu là. Donc, pas de bravo pour Sergio Perez, 9e. Oscar Piastri, 10e. Pas de problème. Il est jeune, Piastri. Il va se replacer. C'est pas une mauvaise performance tant que ça. Il est 10e. Circuit des Amériques. Je pense que c'est la première fois qu'il pilotait là-bas. Donc, mais il va être à surveiller au cours de la sprint demain et au cours du week-end. Il risque de prendre à l'aise. Il pourrait même être à surveiller durant la course parce qu'il y a une voiture probablement pour remonter le peloton. Tsunoda, 11e. Joe, 12e. 13e, Bottas. 14e, Magnussen. 15e, Ricardo pour son retour. Quand même pas si pire. Hülkenberg, 16e. Ça a été bien parti pour les Haas. Puis finalement, lui, il s'est fait effacer son temps. Donc, c'est ça. Ça a été moins bon pour Hülkenberg. 17e, Alonso. Journée catastrophique pour les Aston Martin. Ça n'a pas bien été. Il y a quelque chose. On a apporté des améliorations. Je pense pas que c'est vraiment bon pour le circuit. On a aussi vu, c'est pas la première fois cette année. C'est très rare qu'on voit ça en Formule 1. Normalement, on apporte des améliorations et ça fonctionne. Là, Aston Martin, ça fait quelques fois qu'on apporte des améliorations et on semble ralentir la voiture. Donc, est-ce qu'on ne comprend pas ce qu'on apporte? Est-ce que c'est juste qu'on l'apporte à des circuits qui sont pas. C'est pas bon pour cette. C'est pas nécessairement une bonne place pour évaluer cette amélioration-là, où on la comprend pas comment l'ajuster. Donc, il y a plusieurs problèmes à ça. C'est ça, les autres qui connaissent la vraie raison de tout ça. Mais Alonso, 17e, Albon, 18e, Stroll, 19e, puis 20e, Logan Sargent à domicile devant ses partisans américains. C'est pas mal ce qui résume la séance, les séances de qualification pour le Grand Prix dimanche. Là, j'avais une conversation avec un de vous, avec quelqu'un parmi vous cette semaine, puis on me demandait, qu'est-ce que tu penses? Penses-tu que Verstappen va gagner sa 50e victoire? Puis je soulevais le point que, rappelez-vous, la dernière fois que Red Bull s'est fait battre, franchement, c'est vraiment fait battre. Il y a eu à Singapour, bien entendu, il y a quelques semaines, mais il y avait Brésil avec
George Russell qui avait battu Max Verstappen puis il avait battu la Red Bull dans ce week-end-là. Mais qu'est-ce qui s'était passé la semaine avant le Grand Prix du Brésil? Eh bien, on avait sécurisé les deux championnats. Donc, le championnat des pilotes, on avait déjà sécurisé le championnat des pilotes au circuit de Japon, à Suzuka. Mais quand c'est venu le temps de sécuriser le championnat des constructeurs, ça s'est produit à Austin, au Texas. Puis après ça, il y a eu la course au Brésil. Mais on dirait qu'on est arrivé sur le party un peu. On est arrivé un peu... c'est ça. On a festoyé, on a eu des choses. Puis on n'avait pas été aussi bon qu'on avait été tout au long de la saison. On s'était trompé dans nos réglages. On était off, pour l'excuser l'expression, mais on était off tout le week-end. Et puis... là, j'appréhendais peut-être Austin de dire ça va être voir si on a fêté, oui, c'est 2 semaines, mais c'est sûr qu'on fait pas le même travail de base. Là. Il y a des gâteaux à l'usine, il y a des parties à l'usine, il y a des brassons le soir, il y a des sorties. T'sais, il se passe ça, c'est normal aussi, on a le droit de célébrer, puis ça se passe pendant la saison. Puis tout. Mais l'année passée, on avait vu les contre-coups au Grand Prix qui suivait. Donc j'appréhendais que Austin pouvait peut-être être une course plus difficile pour les Red Bull. Par conséquent, à cause de ces circonstances-là. Est-ce que c'est ce qu'on a vu aujourd'hui? Je pense pas que c'était aussi pire qu'au Brésil, mais il se passait quand même quelque chose. On voyait que la domination, il y a des petits réglages qui n'étaient pas parfaits, la voiture n'était pas comme d'habitude. Aussi, on a envoyé Sergio Perez en piste à une drôle de temps il est venu gêner Verstappen dans son temps. Verstappen n'était pas content parce que, en fait, disons qu'il est venu placer Verstappen, il a fait de la turbulence pour la fin du tour de Verstappen, un moment névralgique là, dans les derniers virages. Il est arrivé, puis il y avait Perez qui envoyait de l'air sale, là, l'expression francophone. Dans le fond, c'est de la turbulence qu'il avait envoyé à Verstappen. Donc, c'est venu un peu turbuler son temps. Donc, il était pas content. Donc, il y a eu des petites erreurs comme ça. On voyait que c'était pas l'écurie qui est normalement vraiment bien huilée. C'est vraiment comme une symphonie qu'on regarde chaque week-end. On voit que tout le monde sait quoi faire. On choisit les bons réglages. On prend les bonnes décisions. On envoie les voitures en piste au bon moment. Et ça semblait pas la même cohésion en début du week-end. Ça n'a peut-être pas rapport avec le championnat. Ça peut-être pas. C'est juste que c'était... Le timing est drôle parce que c'était justement le point que je soulevais de dire la dernière fois qu'ils ont gagné leur championnat comme ça, la course d'après, c'était pas la même unité, la même symbiose qu'on voit d'habitude dans l'écurie Red Bull. Donc, est-ce que c'est ce qui va se poursuivre pendant ou demain, on va tout de suite retourner à nos bonnes habitudes, puis avoir une bonne course sprint, une bonne qualification sprint. Puis aussi le Grand Prix dimanche, là, faut pas les exclure parce que commencer premier au Grand Prix d'Austin, c'est pas nécessairement gage de remporter la course. Eh bien, c'est ce qui conclut notre émission du vendredi 20 octobre. Merci d'avoir fait confiance à F1 Podcast. Je vous souhaite un bon week-end de course et notre prochain rendez-vous sera lundi. Alors, bon week-end!